On va suivre une affaire en deux étapes. Premièrement, on va voir ce qui s'est passé dans le tribunal et ensuite, on va voir l'enquête. Et qu'est-ce qui s'est passé au tribunal? Il y a un journaliste de CNews qui s'appelle Amaury Bucco qui est allé au tribunal pour comprendre l'affaire, pour faire un article. Et l'avocate du coupable s'est insurgée face au juge devant tout le monde qu'il y ait un journaliste de CNews dans le tribunal. Parce qu'il propageait des idées nauséabondes, des heures les plus sombres de l'histoire, etc. Alors qu'on parlait juste de l'enquête d'un criminel. Mais non, le problème c'est qu'il y a un journaliste de CNews qui enquête. Sachant qu'il y avait aussi des journalistes du Parisien et d'autres médias. Mais il y avait CNews, c'était insupportable. Je mets le petit filtre anti-droit d'auteur, on va écouter ça. C'est absolument incroyable. Cette affaire, j'ai envie de dire à la fois banale et exceptionnelle ce soir pour plusieurs raisons qu'on va expliquer à nos téléspectateurs. Une affaire qui datait d'août 2022, très précisément, un cas tristement banal, j'oserais dire, puisque on parle d'un Algérien en séjour illégal sur le territoire, connu pour plusieurs faits de délinquance, sous le coup de ces fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il avait violé, donc en août 2022, alors qu'on est dans ce contexte, une jeune femme dans le Val-de-Marne, à Maison-Alfort précisément, sous la menace d'une arme à l'issue d'une intrusion dans son appartement alors qu'elle dormait. Il a été jugé aujourd'hui, Amaury. Vous allez nous dire dans un instant ce que le tribunal a décidé et ce qu'on peut en dire sur le fond du procès. Mais cette audience s'est déroulée dans un climat particulièrement surprenant. C'est votre venue, la venue de CNews dans cette audience qui a posé un problème à l'avocate de la défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, c'est très surprenant, vous allez voir. En fait, ça s'est passé en deux temps. Ça a commencé hier, le procès. Mardi, avant que l'audience commence, il était aux alentours de 10h du matin. Et là, l'avocate s'entretient déjà une première fois avec l'accusé, donc son client, et lui explique, et en fait on entendait très bien dans la salle d'audience, même si c'était une discussion entre guillemets privée entre elle et son avocat, avant que le procès ne commence, où elle lui dit, il y a CNews dans la salle, elle lui explique qu'en gros c'est un média plus ou moins xénophobe, c'est-à-dire qu'il estime que tous les détenus sont des étrangers, et donc il va falloir faire avec cette présence néfaste durant le procès. Donc voilà, ça passe. Le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, cet après-midi, il y a la plaidoirie face au jury. Et là, à nouveau, eh bien, cette avocate a évoqué CNews de façon beaucoup plus directe. Là aussi, elle s'est étonnée de la présence de CNews. Je vais la citer. Pendant sa plaidoirie. Voilà, pendant sa plaidoirie, je la cite pour un dossier qui n'a pas grand intérêt médiatique. Ensuite, elle a continué en expliquant qu'elle n'avait finalement pas voulu faire citer un témoin, en fait, qui était le frère de l'accusé, qui était lui-même en situation irrégulière, parce que CNews était là. Et je la cite encore, CNews était là pour dire encore un étranger en situation irrégulière qui vit. Il y a quand même un témoin en situation irrégulière, illégale, qui témoigne devant un juge. Tu peux être en illégalité totale et passer devant un juge et il n'y a rien. Tout est normal. Et qu'il faut expulser. Face à cela, si vous voulez, le tribunal n'a pas réagi. Il a laissé l'avocat dérouler sa plaidoirie. Et j'avoue que c'est la première fois que j'assistais à un procès, pour des faits d'ailleurs aussi graves, faut le dire. Exactement, dans lesquels CNews, qui n'a aucune responsabilité, sinon, j'allais dire, celle de dénoncer ce genre de crimes commis par ce type de profil qui, hélas, ne sont pas si isolés que ça. Alors après, ça, c'est des questions tout à fait personnelles, mais je me demande finalement si, en disant cela, l'avocate ne voulait pas s'attirer en quelque sorte les sympathies du jury. Il faut savoir que ce n'est pas un jury populaire, puisque c'est une cour criminelle et non pas la cour d'assises. Ce sont des magistrats qui jugent. 5 magistrats professionnels. Et ça me semblait en tous les cas, pour ma part, une façon pour l'avocate de dire il y a un média xénophobe dans la salle, donc ne soyez pas trop sévères, ne leur faites pas, si vous voulez, leur faire ce plaisir. C'est comme ça que vous l'avez ressenti. Est-ce que vous avez... Je trouve que justement, pour faire plaisir à la droite, il faudrait qu'ils relâchent le mec. Parce que la droite pourrait dire, regardez, il les relâche. Alors que s'il le condamne fermement, la droite serait contente. Mais non, mais de toute façon, le mec va être jugé en fonction d'idéologie politique. C'est complètement dingue.
tenté d'interroger cet avocat, de lui parler, de comprendre le fond de sa pensée? Mais bien sûr, après cette plaidoirie, où j'étais vraiment personnellement visé, ce qui me paraissait lunaire, ce qui n'avait quand même, ma présence n'avait rien à voir avec les faits. D'ailleurs, je n'étais pas le seul journaliste. Il y avait un journaliste du Parisien, un journaliste du Figaro qui ont Oui. assisté au procès. Je suis allé la voir. C'est qu'il y avait un intérêt médiatique, hein, si Mais les confrères évidemment. étaient là Puis, aussi. puis vu la gravité des faits, il faut savoir toute l'histoire. Je vous la raconterai après. Je vais la voir en me disant, bon, je vais pouvoir avoir une discussion avec elle comme ça, qu'elle m'explique un peu plus directement, et puis qu'on puisse s'expliquer. Et là, je m'approche, et la première chose, c'est, je ne ferai pas de déclaration, je ne ferai, et il n'y a pas, c'était impossible d'avoir une discussion avec elle. Elle s'est tout de suite recroquevillée derrière son bureau en disant, je ferai pas de déclaration, je veux pas parler avec vous. On est chez... Et ce qui est dingue, c'est que cette avocate, c'est une femme. Et cette femme, elle défend un mec Cette affaire... qui a fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Vous l'avez entendu, j'ai dû couper à chaque fois. Un mot qui commence par V. Et elle défend ce mec-là. Et le problème, c'est CNews. Alors là, moi, je vous le dis tout de suite, hein. Va pas falloir parler de féminisme, hein. Tu défends un mec qui fait des actes comme ça. Je veux pas t'entendre parler de féminisme, hein. Sans déconner. Et je l'ai écrit ici, je n'en peux plus du gauchisme. Je peux pas défendre le droit des femmes, et dès qu'il y a un mec qui tronche une nana, oh non, il faut pas donner du crédit à l'extrême droite. Bah ta gueule en fait. Sans déconner, hein. Je me suis un peu emporté là, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et du coup, là, il y a Amaury Bucco qui a pu relayer l'enquête. On va voir ce qui s'est passé. Il est aux alentours de 8h du matin ce samedi 27 août lorsque Léa est réveillée par un bruit provenant de sa cuisine. Probablement son frère ou son père, pense-t-elle, puisqu'elle leur a signalé un peu plus tôt que son évier était bouché. Elle vient d'emménager dans ce studio, de Maison Alfort, choisi pour sa proximité avec l'université de Créteil, où elle doit faire sa première rentrée étudiante. Certes, le studio n'est pas grand, certes, il est au rez-de-chaussée, mais c'est un formidable moyen de prendre son envol. Voilà l'heureuse vie de Léa lorsque le bruit de la cuisine vient la tirer de son sommeil. Hélas, ce n'est pas son frère, ni son père qui se trouvent dans la cuisine ce matin-là, mais deux clandestins qui, après une nuit à boire et à prendre des sandwichs, s'offrent une virée cambriolage. La jeune femme comprend rapidement que les bruits de la cuisine ne sont pas normaux et envoie un SMS alarmant à sa mère entre 8h et 9h ce matin-là. Il y a quelqu'un chez moi. Hélas, sa mère ne verra le message que 2 heures plus tard. Beaucoup trop tard. Les deux hommes progressent dans le studio. Lorsqu'ils entrent dans la pièce principale où se trouve Léa, dans son lit, l'un lui vole son sac à main et prend la fuite. L'autre se dit qu'il pourrait bien profiter de l'état de vulnérabilité de Léa et décide de rester encore un peu. Il s'approche alors du lit et demande à la jeune femme de 19 ans s'il peut faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Léa refuse. Il insiste. Il se déshabille. Elle refuse encore. Le cambrioleur choisit finalement de se passer de son consentement et de faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Après lui avoir ligoté les mains, il la force à faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Commence alors un calvaire de plus d'1 heure pour Léa, lors duquel il va tenter de lui faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube de toutes les façons, en allant même jusqu'à utiliser du gel douche comme lubrifiant. Pour Léa, qui est catholique pratiquante et vierge, c'est un cauchemar. Elle n'est pas seulement terrorisée par les choses que je ne peux pas dire sur YouTube, elle craint surtout qu'il la tue. Elle voit la mort en face. Les minutes s'étirent, interminables. Enfin, après avoir tout tenté, le mec décide de quitter les lieux. Il donne rendez-vous à Léa le lendemain au Trocadéro et la menace de la tuer si elle appelle la police. Puis il prend la fuite en portant un sac de sport Nike, une machine à café ainsi que des dosettes. Plus loin, dans une gare à proximité, il va s'acheter des viennoiseries. Quelques jours plus tard, il est arrêté pour un autre cambriolage à Ivry-sur-Seine. Il n'est en réalité pas inconnu de la justice, ni de l'administration française, puisqu'il a déjà 2 OQTF et une condamnation. Et le juge, qui lui a donné une OQTF et qui ne l'a pas expulsé, mérite la prison. Cet homme a été jugé cette semaine au tribunal judiciaire de Créteil. En face, Léa et ses parents attendaient que la justice apporte une réponse ferme. A noter que l'avocat de l'accusé a profité de sa plaidoirie pour faire le procès de CNews. A noter aussi que le complice du cambriolage, parti avant la chose que je ne peux pas dire sur YouTube, a été retrouvé,
jugé et condamné à 18 mois de prison ferme pour le cambriolage. Lui aussi en situation irrégulière, il a bénéficié d'une sortie anticipée en novembre dernier. Le tribunal voulait le faire témoigner durant le procès, mais impossible de savoir où il était. Selon l'avocate du mec en question, il aurait repris sa vie de vagabond à Ivry, sans être expulsé du territoire donc. Et l'avocate défend ce mec, dit que le problème c'est l'extrême droite. Il y a intérêt qu'elle l'ouvre pas sur le féminisme. Hein. Bon. Et avant de finir cette vidéo, je veux vous parler d'une autre news. Du coup, ça va être un petit peu long. Mais il y a les policiers qui commencent à être formés. Parce qu'il y a beaucoup de trans en ce moment, de plus en plus. Et du coup, il faut que les policiers apprennent à parler correctement à un trans, à utiliser les bons pronoms, etc. Comment causer les cases dans le logiciel qui ne propose que homme ou femme. Des trucs comme ça. C'est ça qui est important quand on arrête des mecs, des assassins, des terroristes, etc. Le plus important, c'est de respecter son expression de genre, d'accord? Ça, c'est très important, ok? Comment s'adresser à un trans? Dans quelle cellule mettre un trans, homme ou femme? Quelle case cocher dans le logiciel qui ne propose que homme ou femme? Autant de questions auxquelles étaient formés ce jeudi les policiers rennais. C'est très important. Alors que les mecs, on devrait juste les mettre dans des sacs à patates et les jeter dans le tôle entre quatre murs, avec une chiotte au coin de la cellule et c'est tout. Mais non, il faut pas les mégenrer, attention. Ce jeudi 23 mai, Alain Parmentier, référent national LGBTQI+, ils ont retiré le A, était à Rennes pour former une vingtaine de délégués d'Ille-et-Vilaine du syndicat de Police Alliance. Depuis quelques années, les changements de genre sont de plus en plus nombreux. Sur le ressort de la cour d'appel de Rennes, 15 demandes ont été faites en 2018. En 2023, ce chiffre est monté à 202. Et cela pose des questions très concrètes aux forces de l'ordre. Comment s'adresser à une personne trans? En garde à vue, est-ce qu'on la met dans une cellule avec des hommes ou des femmes? Quelle case cocher dans le logiciel de signalement des auteurs d'infractions quand celui-ci ne propose qu'homme ou femme? Ça devrait être à l'administration de nous former sur ces questions-là, mais comme ce n'est pas fait, le syndicat Alliance a pris l'initiative de créer un poste de référent national sur ces sujets et de former tous ses délégués, complète Frédéric Gallet, délégué départemental Alliance en Ille-et-Vilaine. Cela permet de diffuser les bonnes pratiques. Et je pense que la majorité des gens, s'ils votent à 33% pour le Rassemblement national, sachant qu'il y a un sondage qui explique qu'il y a 17% des gens qui ne se sont pas exprimés, qui pensent voter pour le Rassemblement national, en plus des 33%. Imaginez un premier tour, le RN qui gagne avec 40%, ce serait extraordinaire. Et pourquoi les gens votent le RN? Parce qu'il y en a marre que les taulards, les criminels, les assassins, les mecs qui font des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, aient des droits. On s'en fout de leur genre et de les respecter, des droits de l'homme, il faut pas être méchant avec eux, on s'en fout. Ils sont en prison, ils sont pas à l'hôtel, bordel. Et je reste poli, hein. J'ai un peu dépassé les limites pour YouTube, je pense, dans cette vidéo, mais là, je vais imploser, j'en ai marre. Il y en a marre de respecter des mecs comme ça. Arrêtez. Mais par pitié. Par pitié. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.